Imaginez une petite fille de 7 ans en robe de princesse, assise seule sur un trottoir. Personne ne veut être son partenaire pour la fête de l'école. Le cœur brisé, elle attend. Soudain, le sol se met à trembler. Un grondement assourdissant approche. 120 motards au visage terrifiant, des Hells Angels couverts de tatouages, s'arrêtent juste devant elle. Les adultes paniquent, quelqu'un appelle la police. Mais ce que ces hommes s'apprêtent à faire va complètement vous bouleverser. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir la suite de cette histoire incroyable. Avant de continuer, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez aujourd'hui. J'adore découvrir de quel coin du monde viennent mes spectateurs. Elle était assise là, d'une immobilité troublante sur le béton rude et glacé du trottoir. Une petite fille de 7 ans, seule, perdue au milieu d'un monde qui ne semblait pas avoir de place pour elle. Elle portait une robe de princesse couleur lavande. La jupe en tulle s'étalait délicatement autour de ses jambes, soigneusement lissée par ses petites mains, tandis que de minuscules perles en plastique cousues le long de l'encolure scintillaient timidement sous la lumière pâle de ce matin d'octobre. Sur sa tête, un diadème bon marché, légèrement de travers, tentait de couronner cette journée qui s'était déjà brisée. Ses mains reposaient sagement l'une sur l'autre, posées sur ses genoux. Elle ne pleurait pas, elle ne tremblait pas. Elle attendait, drapée dans une dignité silencieuse et résignée, une posture si adulte qu'elle en devenait déchirante. À quelques mètres à peine derrière elle, de l'autre côté des lourdes doubles portes vitrées de l'école primaire Jefferson, battait le cœur de la fête de l'amitié. Le contraste était féroce. Le béton extérieur absorbait le froid de l'automne, tandis que l'intérieur rayonnait d'une chaleur étouffante. À travers les vitres, le son parvenait jusqu'à elle, assourdi mais cruellement distinct. Des éclats de rire cristallins, le rythme d'une musique joyeuse, le brouhaha incessant d'une centaine de voix enfantines. Chacun de ces échos était un rappel invisible de ce qui lui manquait. Là-dedans, chaque enfant avait un partenaire. Chacun partageait un sourire, un secret, une place à la table des bricolages. Tout le monde avait été choisi. Tout le monde, sauf elle. L'air de Bakersfield portait ce matin-là le parfum singulier de l'herbe sèche, une fraîcheur mordante qui annonçait l'arrivée de l'hiver, une brise légère qui frôlait ses bras nus sans pour autant la faire frissonner. La véritable morsure du froid ne venait pas du vent, mais de cette barrière physique et symbolique, ces grandes portes de l'école qu'elle n'avait pas la force de franchir à nouveau. Avec l'espoir naïf et l'innocence totale de ses 7 ans, elle avait respecté les règles. Elle avait demandé, poliment, à 3 de ses camarades, 3 noms soigneusement écrits sur une feuille. Et par 3 fois, la réponse avait été un refus. Des rejets simples, directs, sans malice peut-être, mais d'une cruauté absolue pour un cœur d'enfant. Alors, écrasée par une vérité qu'aucun être ne devrait avoir à digérer si tôt, elle avait tourné le dos aux guirlandes orangées et dorées. Elle avait marché, le dos droit, pour venir s'échouer ici, sur cette bordure de ciment gris. Il n'y avait aucune colère dans son regard, aucune crise de larmes contre l'injustice du monde. Seulement la mélancolie profonde d'une enfant qui réalise que parfois, on peut revêtir sa plus belle robe et n'avoir absolument nulle part où aller. La rue devant elle s'étirait, vide et indifférente. Les aiguilles de l'horloge tournaient, le monde continuait sa course frénétique. Mais sur ce petit fragment de trottoir, le temps semblait suspendu, englué dans le silence de sa solitude. Assise là, telle une souveraine exilée d'un royaume de cour de récréation, elle fixait l'horizon avec de grands yeux clairs, d'un calme insondable. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle ignorait complètement qu'elle attendait un miracle, ni quelle forme improbable celui-ci allait revêtir. Elle savait uniquement qu'elle refusait de franchir ses portes seule. Alors, elle redressa imperceptiblement ses épaules, lissa une dernière fois le tulle de sa jupe lavande. Face au silence pesant de la rue, elle continua d'espérer, sans même savoir pourquoi. L'alarme du téléphone de Sandra Harper avait vibré à 6h15 ce vendredi matin, mais elle était déjà éveillée depuis l'aube. Assise à la table en formica de leur modeste maison de l'avenue Oléandé, elle buvait son café noir en regardant la lumière ocre filtrer lentement à travers les lamelles des stores. L'automne à Bakersfield possédait une beauté étrange, presque secrète. Il n'offrait pas les feuillages flamboyants des régions plus au nord, mais plutôt un apaisement de la chaleur estivale, un ciel qui se faisait plus clément, et un parfum de terre sèche qui semblait toujours promettre une pluie lointaine. Dans le silence profond de sa cuisine, Sandra savourait cet instant de répit. C'était le quotidien d'une mère élevant seule son enfant depuis 4 longues années, une existence tissée de responsabilités incessantes, maintenue intacte par un amour inconditionnel et des tasses de café beaucoup trop forts. Elle entendit le bruit avant même de tourner la tête. Le glissement feutré de petits pas nus dans le couloir, cette démarche délibérée, presque chorégraphiée, que Lily adoptait lorsqu'elle tentait de passer inaperçue. Sandra posa doucement sa tasse, un sourire tendre et tirant déjà ses lèvres.
Lorsqu'elle se retourna, sa fille se tenait dans l'encadrement de la porte. Lily portait la fameuse robe de princesse lavande. Ses cheveux bruns étaient imparfaitement brossés, l'œuvre évidente de ses propres petites mains, et un diadème en plastique trônait fièrement, bien qu'un peu de travers, sur le sommet de sa tête. À seulement 7 ans, elle affichait l'expression la plus grave et la plus sérieuse que Sandra ait jamais vue. « Je suis prête », annonça simplement Lily. Sa voix était calme, dénuée de l'agitation habituelle des matins d'école, mais chargée d'une solennité absolue. Sandra laissa échapper un rire doux, ce genre de rire qui naît au fond de l'âme et que seul un enfant peut arracher à sa mère. « Mon bébé, il est 6h15. L'école ne commence qu'à 8h. » Sans se départir de son calme, Lily s'avança vers le réfrigérateur avec la majesté d'une reine traversant sa cour, l'ouvrit précautionneusement et en sortit un petit carton de jus de fruits. « Je sais, c'est pour ça que je suis en avance, » répondit-elle avec une logique implacable. Elle s'installa à la table, le dos parfaitement droit, sirotant son jus avec le petit doigt délicatement levé, une posture qu'elle adoptait naturellement lorsqu'elle s'investissait corps et âme dans un rôle. Ce déploiement d'efforts n'était pas anodin. 2 semaines plus tôt, Madame Price, l'institutrice de CE1, avait annoncé l'organisation de la grande fête de l'amitié. Les règles avaient été clairement établies. Chaque enfant devait venir déguisé en son personnage de conte préféré, mais surtout, chacun devait trouver un partenaire. Un allié avec qui marcher lors de la parade d'ouverture, avec qui partager la table des bricolages et avec qui déguster un gâteau à la fin de la journée. L'unique condition était de demander gentiment à un camarade et que ce dernier accepte. En observant sa fille lisser la jupe en tulle avec une minutie touchante, Sandra se leva pour réajuster tendrement le diadème sur ses cheveux fins. En croisant le regard clair et confiant de son enfant, elle ressentit ce pincement familier au cœur. Cette douleur sourde propre aux parents, née de l'envie viscérale de protéger une innocence aussi pure contre les inévitables rugosités du monde. Lily était si investie, si parfaitement préparée pour cette journée de célébration. Dans la douce chaleur de ses cuisines matinales, mère et fille savouraient cette bulle de quiétude, suspendue dans une anticipation heureuse, à 1000 lieues de soupçonner la froideur du mur contre lequel ce petit cœur vaillant allait si tristement se heurter. L'anticipation lumineuse de ce vendredi matin s'était pourtant bâtie sur les fondations d'une défaite silencieuse, accumulée goutte à goutte tout au long de la semaine. Dès l'annonce de l'institutrice, Lily avait abordé la consigne avec la rigueur appliquée d'une petite fille qui prend les règles très au sérieux. Le jour même, elle était rentrée à la maison avec un morceau de papier méticuleusement plié. Dessus, tracé de son écriture ronde et soignée d'enfant de 7 ans, figuraient 3 noms, 3 espoirs. 3 partenaires potentiels qu'elle avait sélectionnés avec le plus grand soin. Mais le microcosme de la cour de récréation obéit à une mécanique souvent impitoyable où les places sont chères et les alliances éphémères. Dès le mercredi, le coup près était tombé. Elle avait d'abord approché Emily Park, qui lui avait répondu avec l'innocence brusque de leur âge qu'elle s'était déjà mise avec Jessie. Puis elle avait trouvé le courage de demander à Marcus Webb, qui avait simplement haussé les épaules, expliquant qu'il ferait équipe avec son cousin de l'autre classe. Enfin, il y avait eu Priya Sharma. Priya, sa voisine de pupitre depuis 6 semaines, la confidente de ses chuchotements en classe. Priya avait baissé les yeux vers le bout de ses chaussures et avait murmuré qu'elle était désolée, mais que Creux le lui avait demandé en premier. Il n'y avait eu aucune méchanceté délibérée dans ses refus, juste la froide et tranchante réalité de l'exclusion. Sandra n'avait rien su de ce naufrage intérieur avant le jeudi soir. En poussant doucement la porte de la chambre, elle avait trouvé sa fille assise au bord du lit. Lily n'avait même pas pris la peine d'enlever ses vêtements d'école. Son petit diadème était déjà posé sur la commode, telle une couronne déchue, et la fameuse liste des 3 noms reposait dans le creux de ses mains jointes. Elle ne pleurait pas. Lorsqu'elle a levé les yeux vers sa mère, elle a simplement dit que personne ne voulait être son partenaire. Il n'y avait ni sanglots, ni tremblement dans sa voix. Elle énonçait ce rejet cruel comme une évidence mathématique, un fait qu'elle avait passé l'après-midi entière à assimiler toute seule, dans son coin. Sandra s'était assise près d'elle, le cœur soudainement broyé. Elle avait enveloppé les frêles épaules de son enfant de ses bras protecteurs, cherchant désespérément à faire barrage à sa tristesse. Elle avait prononcé tous les mots qu'une mère se doit de dire. Elle lui avait juré que cela n'avait rien à voir avec sa personne, que les places partaient vite. Dévorée par cette impuissance insoutenable qui paralyse les parents face à la souffrance de leurs enfants, elle avait même proposé d'appeler l'école pour que l'institutrice arrange les choses. Mais Lily avait doucement secoué la tête. Relevant son regard bleu d'une limpidité saisissante, elle avait opposé un refus catégorique. Elle a déclaré qu'elle voulait quand même y aller, qu'elle porterait quand même sa robe. Dans cette affirmation résolue, il n'y avait ni colère, ni déni.
C'était la naissance d'une dignité bouleversante, celle d'un petit cœur blessé qui choisissait de faire face au monde, drapé de son plus beau courage. La file de dépose minutes sur l'avenue Chester n'était qu'un enchevêtrement bruyant de véhicules familiaux et de parents pressés. Sous un soleil matinal qui peinait encore à réchauffer les rotonales, des enfants costumés jaillissaient des portières dans un joyeux désordre. Sandra gara sa voiture le long du trottoir, l'angoisse nouant son estomac. Elle se tourna vers sa fille, hésitante, lui proposant d'une voix un peu trop tendue de l'accompagner jusqu'à l'entrée. Mais Lily détacha calmement sa ceinture de sécurité. Avec la même détermination inébranlable que la veille, elle planta ses yeux bleus dans ceux de sa mère et déclara qu'elle irait bien. Sandra la regarda s'éloigner, le cœur lourd. Elle observa cette petite silhouette au port altier naviguant à travers la foule chaotique, la jupe lavande ondulant à chacun de ses pas, jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les lourdes doubles portes vitrées de l'école. À l'instant où Lily franchit le seuil, le gymnase l'assaillit comme une vague suffocante de couleurs éclatantes et de bruits assourdissants. L'immense pièce avait été totalement métamorphosée. Des guirlandes orange et or s'entrecroisaient sous le haut plafond, tandis qu'une grande bannière peinte à la main annonçait fièrement la fête de l'amitié. L'air vibrait d'une énergie frénétique, un tourbillon de rires aigus, de voix qui se chevauchaient et de pas pressés résonnant sur le parquet verni. Près de l'entrée, l'institutrice cochait des noms avec enthousiasme, dirigeant la marée d'élèves vers la zone de rassemblement prévue pour la grande parade. Lily s'arrêta en bordure de cette mer agitée. Comme dans une séquence de film ralenti, elle balaya la salle du regard. Chaque visage qu'elle croisait était déjà intimement tourné vers un autre. Les duos étaient formés, les mains se cherchaient, les micro-sociétés enfantines étaient déjà scellées. Des pirates riaient aux éclats avec de petits magiciens, des princesses partageaient des confidences avec des fées. Partout où son regard se posait, l'espace était saturé d'appartenance. Au milieu de cette foule exubérante, la petite fille en robe de conte de n'était qu'une invisible. L'excitation ambiante, loin de l'envelopper, se heurtait violemment à elle, transformant chaque éclat de rire en un miroir cruel de son propre isolement. Elle resta plantée là, strictement immobile. Elle ne chercha pas à s'imposer, ne quémanda l'attention de personne. Elle observa ce monde bouillonnant auquel elle n'appartenait pas pendant exactement 11 minutes. 11 longues minutes d'une éternité silencieuse à absorber l'évidence écrasante qu'absolument personne n'allait s'avancer vers elle. Puis, avec une résignation d'une maturité qui n'appartenait pas à son âge, elle pivota sur ses talons. Sans une larme, elle repoussa les lourdes portes, fuyant cette chaleur étouffante pour retrouver l'air mordant de l'extérieur. Elle descendit lentement les marches de l'entrée et retourna s'asseoir sur la large bordure de ciment gris. Elle lissa soigneusement le tulle de sa jupe, croisa ses petites mains, redressa son diadème et s'enferma de nouveau dans sa dignité solitaire, ignorant que son monde était sur le point de basculer. À l'autre bout de la ville, loin des guirlandes colorées et des comptines enfantines, l'atmosphère de ce vendredi matin vibrait d'une toute autre intensité. Il était 7h40. Sur Brindage Lane, le repère du chapitre local des Hells Angels se réveillait dans des effluves d'huile de moteur et de café noir abandonnés sur le feu. L'ancien garage automobile, avec ses murs de briques brutes et son sol en béton taché de cambouis, abritait 2 décennies d'histoire, de chevauchées, de deuil et d'une fraternité indéfectible. Ici, la tendresse ne s'exprimait pas avec du tulle lavande, mais dans le fracas sur des mécaniques et le respect silencieux d'une simple poignée de main. Au milieu de cette cour encombrée par l'acier et le cuir, se tenait Rex Caldwell. À 48 ans, il portait sur lui les stigmates de sa vie. Ses cheveux et sa barbe épaisse avaient depuis longtemps pris la couleur froide du fer forgé. C'était un homme immense, d'une carrure massive qui ne devait rien à l'oisiveté, mais tout à une existence de labeur physique acharné. Ses avant-bras étaient zébrés de cicatrices, et un lourd tatouage sombre grimpant sur le côté gauche de son cou captivait généralement le regard bien avant qu'on ne remarque la profondeur de ses yeux. Rex connaissait parfaitement l'effet qu'il produisait. Lorsqu'il pénétrait dans une station-service ou un restaurant de bord de route, il percevait toujours ce subtil changement d'atmosphère. La crispation soudaine des épaules des clients, les regards furtifs qui s'attardaient une seconde de trop, le jugement muet d'une société prompte à condamner. Il avait cessé de s'en étonner depuis des années. Il avait simplement appris à vivre avec le poids de cette méfiance. Pourtant, ce matin-là, les 120 hommes et femmes qui s'activaient autour de lui n'avaient rien du Nord sauvage. Sous leur veste en cuir usé et derrière leurs visages burinés par le vent, résidait une loyauté que peu d'étrangers prenaient la peine d'approcher. C'était une sous-culture souvent rejetée, parfois redoutée, mais soudée par un code d'honneur farouche. Ils vérifiaient les courroies, ajustaient leurs équipements, échangeaient des mots rugueux qui dissimulaient en réalité une profonde camaraderie. Ils se préparaient pour un rituel qui leur tenait viscéralement à cœur. Cette congrégation massive n'était pas rassemblée pour imposer la peur, mais pour accomplir une mission sacrée.
Il s'apprêtait à prendre la route du Nord pour une grande course caritative. Rex avait fondé cet événement 11 ans plus tôt en mémoire de son grand frère, Dal. Dal, un homme courageux qui avait survécu à 2 déploiements en Irak, pour finalement revenir avec une âme brisée par les horreurs de la guerre avant de s'éteindre prématurément. C'était pour honorer sa mémoire et pour soutenir tous ces vétérans que le pays avait doucement oubliés que ces 120 moteurs allaient rugir. Ces hommes et ces femmes de fer et de cuir s'apprêtaient à rouler au nom du sacrifice, portant en eux une noblesse brute aussi authentique, bien que terriblement différente, que la dignité silencieuse d'une petite fille assise seule sur un trottoir. À 8h10, la colonne colossale s'ébranla. Le départ simultané de 120 motocyclettes n'était pas un simple mouvement de véhicules, c'était la naissance d'un véritable phénomène météorologique. Un grondement sourd, venu des entrailles même de la terre, monta crescendo pour se muer en un tonnerre lourd, roulant et implacable. Les moteurs crachaient leur puissance brute dans l'air matinal, faisant frissonner les vitrines des commerces, trembler l'asphalte et résonner les vieilles façades de briques. La symphonie mécanique était totale, une onde de choc vibrante qui prenait physiquement possession de la ville. Ils quittèrent Brundage-Lane pour remonter vers le nord, s'engageant majestueusement sur l'avenue Chester. La rue s'étirait devant eux, large et rectiligne, bordée d'arbres matures dont le feuillage commençait à peine à murmurer l'automne. Rex Caldwell roulait en tête, guidant cette marée d'acier et de cuir avec l'assurance de l'habitude. Le vacarme assourdissant des pots d'échappement créait une bulle impénétrable, isolant les motards du reste du monde, tout en imposant leur présence écrasante aux passants qui, sur les trottoirs, se figeaient ou reculaient d'un pas. C'est alors que Tommy Brick, roulant juste à la droite de Rex, remarqua une rupture frappante dans le paysage urbain. Incapable de se faire entendre par-dessus le déluge sonore des machines, il se contenta de tendre son bras ganté de cuir. Il tapota fermement l'épaule de Rex et pointa son index vers le bord de la route à 3 heures. Rex tourna la tête. Ce qu'il découvrit alors le frappa avec la fulgurance d'une image de cinéma. Le contraste était d'une beauté presque brutale, totalement irréelle. À quelques dizaines de mètres de l'entrée de l'école primaire, écrasée par la grandeur du bâtiment et enveloppée par le fracas apocalyptique des moteurs, se trouvait une petite fille. Elle était assise à même le ciment glacial, vêtue d'une robe de princesse lavande dont le tulle fragile et vaporeux jurait cruellement avec la dureté grise du trottoir. Un minuscule diadème brillait faiblement sur ses cheveux. Contrairement aux autres enfants qui auraient fui ou pointé du doigt ce cortège intimidant, elle demeurait d'une immobilité troublante, sculptée dans la résignation. Ses petites mains étaient sagement posées l'une sur l'autre, sur ses genoux. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas effrayée. Elle fixait la meute de métal hurlant avec la concentration calme et pénétrante d'une âme qui a décidé d'observer la tempête en face. À travers la distance et le bruit fracassant, leurs regards se croisèrent. Dans cette fraction de seconde vertigineuse, le monde entier sembla retenir son souffle et le vacarme disparut. Rex ne ressentit pas l'ombre d'une pitié. La pitié n'a pas sa place face à une telle noblesse, et il n'y avait absolument rien de pathétique dans l'allure royale de cet enfant solitaire. Ce qui percuta le cœur de l'homme, ce fut une reconnaissance pure, viscérale, immédiate. Il reconnut cette posture. C'était l'allure silencieuse de l'exclusion, l'attitude tragique de quelqu'un qui s'est fait beau pour entrer dans un monde qui lui a claqué la porte au nez. Sous ses tatouages et ses cicatrices, Rex Caldwell connaissait intimement ce rejet. Dans les yeux clairs et sans peur de cette petite fille abandonnée sur le trottoir, le vieux paria de l'asphalte venait de reconnaître un miroir de sa propre âme. D'un geste lent et autoritaire, Rex leva le bras gauche. Immédiatement, comme un seul organisme répondant à l'injonction de son chef, la colonne entière obéit. La mécanique imposante des 120 motos décéléra dans un unisson parfait. Le grondement féroce qui faisait trembler l'avenue Chester s'effrita pour devenir un grondement sourd, puis un murmure hésitant, avant de s'éteindre totalement. 120 moteurs coupés net. Le silence qui s'abattit alors sur la rue fut vertigineux, d'une lourdeur presque palpable, écrasant par son contraste soudain avec la tempête de métal qui l'avait précédé. Rex déploya la béquille de sa lourde machine et descendit de selle. Le bruit mat de ses lourdes bottes résonna sur l'asphalte tandis qu'il s'avançait vers le bord de la route. Autour de lui, l'air semblait s'être figé. Des passants s'arrêtaient net, le souffle coupé, et des parents restaient pétrifiés dans leur voiture. Mais Rex ignorait ce public apeuré. Toute son attention était captivée par cette minuscule tache lavande posée sur le béton gris. Arrivé à sa hauteur, l'immense colosse de cuir se laissa glisser vers le sol, pliant sa carcasse meurtrie par la vie pour s'accroupir. Il se plaça exactement au niveau du regard de la petite fille. La proximité entre ce mastodonte couvert de tatouages, à la barre grisonnante, et cet enfant fragile dans sa robe de princesse roissée créait une image d'une poésie brute, presque surréaliste.
D'une voix grave et rocailleuse, dont il avait chassé toute aspérité pour ne laisser qu'une douceur inattendue, il lui demanda simplement si elle allait bien. Lily tourna la tête vers lui. Ses grands yeux bleus balayèrent ce visage couturé, accrochèrent les crânes brodés sur le cuir et les cicatrices marquant ses avant-bras. Mais là où un adulte aurait vu un danger imminent, l'innocence pure de l'enfant ne vit qu'un être humain. Sans la moindre once d'hésitation ou de peur, elle lui offrit l'honnêteté désarmante de ceux qui n'ont pas encore appris à dissimuler leur peine. Elle répondit que non, pas vraiment. Avec la même patience infinie, il l'encouragea à lui expliquer. Alors, sans larmes et sans fioriture, elle lui raconta sa vérité. Elle détailla la fête de l'amitié, la consigne stricte de trouver un partenaire, sa petite liste de 3 noms préparés avec tant d'espoir, et la réalité cruelle des 3 refus consécutifs. Elle lui confia qu'elle avait tenu à venir malgré tout, mais qu'il était impossible de franchir ces grandes portes seule, sans personne à qui tenir la main. Rex écoutait, immobile, lui accordant sa qualité d'attention absolue, si rare et si précieuse, que les adultes refusent trop souvent aux enfants. Derrière lui, alignés le long du trottoir, 120 hommes et femmes endurcis par les épreuves de la route assistaient à la scène. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Ils se tenaient là, témoins silencieux d'un minuscule cœur brisé. Ce silence massif et respectueux de la meute conférait à cet instant une solennité déchirante, scellant un pont invisible entre l'innocence lumineuse d'une fillette rejetée et l'empathie profonde d'un homme que le monde avait passé sa vie à repousser. Pendant que la douceur inattendue d'une confession s'épanouissait sur le béton froid du trottoir, une panique sourde et irrationnelle commençait à gangrener l'intérieur de l'école primaire Jefferson. Madame Price, une institutrice d'ordinaire si maîtresse de ses émotions après 14 années de carrière, avait senti son sang se glacer. En jetant un regard distrait par la fenêtre de sa classe, elle n'avait pas vu un groupe d'hommes en pause, mais un bataillon menaçant de 120 Hells Angels encerclant l'établissement. Alarmée, elle avait immédiatement prévenu le directeur, Howard Gane. Tous deux se tenaient désormais derrière les vitres, observant cette marée de cuir noir et de chrome étincelant avec l'effroi instinctif de ceux qui voient leur sanctuaire envahi. Leurs yeux d'adultes, lourdement conditionnés par des décennies de faits divers et de stéréotypes bien ancrés, ne percevaient qu'une menace imminente là où il n'y avait, en réalité, qu'une halte bienveillante. Sur le parvis, cette même terreur aveugle avait déjà pris une forme nettement plus agressive. Carol Webb, une mère d'élèves aux convictions aussi bruyantes que hâtives, n'avait pas perdu une seule seconde. Convaincue d'assister à une scène de cauchemar en plein jour, elle avait dégainé son téléphone portable, le brandissant tel un bouclier dérisoire. L'œil rivé sur son écran, filmant la scène pour alimenter l'indignation de ses réseaux sociaux, elle composait déjà le numéro de la police avec une urgence frénétique. Elle incarnait à la perfection ce réflexe moderne et tragique de notre société. La condamnation immédiate avant la moindre tentative de compréhension, la peur panique de l'inconnu érigée en vérité absolue. Poussée par un mélange de devoir professionnel et d'une culpabilité grandissante, car elle réalisait soudain que c'était sa propre consigne cruelle sur les partenaires qui avait jeté Lily dehors, Madame Price décida de braver le danger supposé. Elle poussa les lourdes portes et descendit les marches, s'attendant intérieurement à devoir arracher l'enfant des griffes d'une meute sauvage. Mais en s'approchant prudemment, l'institutrice fut percutée par une réalité qui fit voler en éclats toutes ses certitudes. Il n'y avait ni agression, ni tension. Seulement un colosse agenouillé sur le ciment, qui écoutait une petite fille brisée avec une dévotion, une présence d'esprit et un respect que la plupart des parents peinaient eux-mêmes à offrir. À quelques pas, Tommy Briggs et les autres motards veillaient dans un calme olympien, leur large silhouette formant une barrière protectrice inattendue, totalement indifférent à l'hystérie qui couvait autour d'eux. C'est alors que la voix stridente de Carol Webb déchira le silence respectueux du trottoir. Tremblante mais accusatrice, le téléphone toujours levé, elle somma ses intrus de déguerpir, hurlant qu'il n'avait rien à faire près d'une école et que les forces de l'ordre étaient déjà en route. Rex Caldwell tourna lentement la tête. Il ne s'énerva pas. Il n'éleva même pas la voix. Son regard, lourd du poids de ceux qui ont été jugés 1000 fois à tort par des inconnus, se posa sur l'appareil inquisiteur, puis sur le visage crispé de la mère de famille. Avec une tranquillité désarmante, il expliqua simplement qu'il s'était arrêté parce qu'une petite fille en robe de princesse était assise seule sur le trottoir et qu'il voulait juste comprendre pourquoi elle pleurait. Lily, avec sa précision enfantine absolue qui ne tolère aucune inexactitude, rectifia immédiatement, d'une petite voix claire, qu'elle ne pleurait pas, qu'elle était juste assise. Un léger rictus amusé traversa les rangs des motards. Face à cette vérité nue, dépouillée de toute malice, l'hostilité de Carol Webb se dégonfla brusquement. L'armure de préjugés des adultes venait de se fissurer, vaincue en un instant par la quiétude inébranlable de ceux qui l'avaient, à tort, choisi de redouter. À 2 pâtés de maison de là,
Sandra Harper n'avait pas réussi à s'éloigner bien loin. Incapable de chasser le poisson qui oppressait sa poitrine, elle avait tourné en rond dans les rues adjacentes, prisonnière de cette angoisse maternelle viscérale qui refuse obstinément de lâcher prise. Lorsqu'elle s'engagea de nouveau sur l'avenue Chester, l'air quitta brusquement ses poumons. Un mur d'acier, de chrome et de cuir noir bloquait entièrement l'accès à l'école. Une marée de motards aux allures patibulaires se tenait exactement là où elle avait laissé son enfant seul. Une terreur primitive, presque animale, s'empara d'elle. Elle freina brutalement, manquant d'encaster son véhicule contre le trottoir, et s'élança hors de l'habitacle. Ses jambes tremblaient violemment, mais son cœur courait frénétiquement loin devant son corps. À travers la foule imposante, elle aperçut sa fille. Une minuscule tache lavande assise tout près d'un géant recouvert de tatouages. Sandra courut, le souffle court, précipitant sa propre existence vers le danger pour faire bouclier. Lorsqu'elle hurla son prénom d'une voix étranglée, Lily se retourna. Son visage était illuminé par une sérénité déconcertante. D'un ton parfaitement apaisé, elle présenta simplement cet homme colossal comme son nouvel ami. Rex Caldwell se redressa avec une lenteur calculée, veillant à ne faire aucun geste brusque qui pourrait effrayer cette mère en détresse. Il inclina légèrement la tête, l'observant balayer du regard sa veste brodée, son envergure, ses cicatrices. Il lut dans ses yeux dilatés par la panique ce calcul terrifié, nourri par des décennies de clichés cinématographiques et de préjugés tenaces. Il connaissait par cœur cette peur instinctive. Alors, d'une voix d'une douceur invraisemblable pour un homme de sa carrure, il l'apaisa immédiatement, lui assurant d'un ton neutre et respectueux que son enfant allait bien, et qu'il ne faisait que discuter. Sandra baissa les yeux vers Lily. Le petit diadème de plastique était bien droit. Ses grands yeux clairs débordaient d'une confiance absolue, une foi totale en cet inconnu que Sandra aurait elle-même fui en changeant de trottoir. Le contraste entre le cauchemar qu'elle s'était imaginé et la réalité profondément humaine de cet instant provoqua en elle un véritable vertige émotionnel. Avec un respect infini, ne portant aucun jugement, Rex lui expliqua la situation. Il prononça les mots qui déchiraient le cœur de la jeune femme. Personne n'avait voulu être son partenaire. Il ajouta que son groupe était en route pour une collecte de fonds pour des vétérans, qui n'étaient pas des fauteurs de troubles, mais des citoyens avec une destination précise et une cause à défendre. Il n'y avait aucune arrogance en lui, seulement une noblesse rugueuse. Puis, il formula une proposition si belle, si inattendue, que le monde autour d'eux sembla s'arrêter. Il déclara qu'ils avaient 15 minutes devant eux, et qu'avec sa permission, ils aimeraient réparer cette injustice. Il voulait accompagner Lily à l'intérieur de l'école. Derrière lui, de sa voix grave et solennelle, Tommy Briggs scella l'offre en précisant qu'elle aurait 120 partenaires. Sandra balaya alors du regard cette longue file d'inconnus. Elle vit des visages burinés, des regards francs, une femme à la longue tresse rousse qui nourrissait un moineau au creux de sa main. Derrière le cuir et les apparences effrayantes, elle vit soudain des êtres humains empreints d'une compassion pure. Ses propres préjugés s'effondrèrent d'un seul coup, silencieusement balayés par une vague de gratitude si vertigineuse qu'elle lui en coupa le souffle. Sandra s'agenouilla à la hauteur de sa fille, cherchant dans le bleu limpide de ses yeux une ultime confirmation. Le monde autour d'elle semblait avoir suspendu sa course. D'une voix encore fragile, chargée de toute l'émotion qui venait de la submerger, elle lui demanda simplement ce qu'elle souhaitait faire. La réponse fusa pour la seconde fois, immédiate, dénuée de la moindre ombre d'hésitation. Lily voulait entrer. Elle voulait vivre sa fête. Face à cette détermination enfantine d'une pureté absolue, les dernières barrières invisibles cédèrent. Madame Price, témoin bouleversé de ce miracle inattendu, s'approcha pour offrir sa bénédiction tacite, tandis que le directeur Gaines, observant la scène avec gravité depuis le perron, finit par hocher lentement la tête. Il y a des instants rares où les protocoles rigides de l'administration doivent plier l'échine devant la majesté spontanée de la compassion humaine. L'accord était scellé. Rex pivota sur ses talons et marcha d'un pas mesuré vers ses frères et sœurs de route. Il ne s'embarrassa d'aucun discours grandiloquent pour les convaincre. Ces hommes et ces femmes n'avaient que faire des tirades dramatiques. Avec la concision rugueuse de ceux qui jugent les âmes sur les actes, il exposa la situation dans sa plus stricte nudité. Une fillette de 7 ans, parée de sa robe de princesse, pleurait de l'intérieur sur un bout de trottoir parce que personne ne l'avait jugée digne d'être choisie. Ils avaient un quart d'heure à lui offrir. Était-il partant? La réponse ne s'exprima pas par des cris d'enthousiasme, mais par une symphonie métallique qui fit frissonner l'avenue tout entière. Dans un unisson foudroyant, 120 béquilles de moto furent relevées d'un seul coup. Ce claquement sec et massif résonna comme une promesse indéfectible gravée dans l'acier. L'air se chargea instantanément d'une anticipation épique. Ces guerriers de l'asphalte,
rompus aux tempêtes et aux regards fuyants de la société, se mirent en mouvement avec la solennité bouleversante d'une garde d'honneur se préparant pour un sacre. On vit d'imposants gaillards lisser pensivement les écussons de leur veste, tandis que d'autres réajustaient leurs bandanas ou nouaient leurs longs cheveux avec une application soudainement méticuleuse. Un homme immense retira même le cure-dent qu'il mâchonnait pour le glisser respectueusement dans sa poche, conscient de l'extrême dignité de l'instant. Dans un ordre parfait, cette meute de cuir et de cicatrices se déploya, formant une impressionnante double colonne sur le ciment gris. À l'avant de cette phalange improbable, Tommy Briggs se tenait droit, le visage d'une gravité absolue, prêt à escorter la royauté. Rex s'avança de nouveau vers Lily. Le géant baissa les yeux vers elle et, d'un murmure bienveillant, lui annonça qu'il était prêt. C'est alors que se produisit une scène d'une grâce absolue, le genre d'image qui s'imprime à jamais dans la rétine de ceux qui en sont témoins. Lily leva son bras frêle, orné d'un modeste bracelet de perles en plastique, et glissa ses minuscules doigts dans l'immense paume calleuse du colosse. Elle s'agrippa à lui avec la confiance aveugle et totale des cœurs purs, sans l'ombre d'un tressaillement. Le contraste était d'une beauté à couper le souffle, une minuscule princesse en tulle lavande, la tête haute, tenant la main d'un titan tatoué, s'apprêtant à marcher vers son destin, escortée par la plus majestueuse et la plus féroce des armées de l'ombre. Ensemble, la minuscule main diaphane et l'immense patte calleuse poussèrent les lourdes doubles portes vitrées de l'école primaire Jefferson. La transition fut d'une fulgurance saisissante. Ils quittèrent la morsure fraîche de ce matin d'octobre pour pénétrer dans la chaleur bouillonnante du gymnase. Derrière la petite fille en robe de tulle lavande et son colosse grisonnant, une marée ininterrompue de 120 Hells Angels franchit le seuil, s'écoulant dans cette salle de fête enfantine comme un fleuve de cuir sombre, d'encre et de dignité rugueuse. Le silence qui s'abattit alors sur la pièce fut absolu, instantané et presque assourdissant. Le brouhaha joyeux fut coupé net, comme si l'on avait soudainement retiré l'oxygène de la pièce. Chaque enfant, chaque parent bénévole aux tables de bricolage, chaque enseignant se figea dans un immobilisme de statue. Le directeur Gaines, posté près de la bannière peinte à la main, affichait l'expression d'un homme parfaitement conscient de vivre une anomalie magnifique, un instant suspendu hors du temps. Au centre du parquet verni, Rex s'arrêta. Il baissa doucement les yeux vers la petite silhouette accrochée à ses doigts protecteurs, d'une voix qui résonna dans le silence cathédral, lui murmura qu'elle avait désormais ses partenaires. La stupeur initiale qui tétanisait l'assistant se mua alors en une véritable onde de choc d'émerveillement. Les enfants de 7 ans, encore vierges des préjugés cyniques du monde adulte, ne voyaient aucune menace dans ces visages patibulaires. À leurs yeux écarquillés par l'admiration, ces motards n'étaient rien de moins que des chevaliers des temps modernes, des gardiens invincibles descendus de leur monture de métal pour escorter une princesse. La grande parade commença. Lily s'avança lentement, ouvrant majestueusement la marche aux côtés de Rex. Son diadème de plastique était parfaitement droit et sa jupe ondulait au rythme de ses pas mesurés. Derrière elle, la phalange d'acier se déploya avec une délicatesse inouïe. Tommy Briggs marchait avec une solennité presque religieuse aux côtés d'un petit garçon déguisé en magicien, suspendu à ses lèvres. La femme à la tresse rousse donnait la main à une fillette fascinée, tandis que d'autres colosses se laissaient docilement guider par des fées et des pirates improvisés. Lily balaya la foule du regard. Elle aperçut Priya, sa voisine de pupitre, les mains plaquées sur la bouche. Elle vit Emily, stupéfaite. Lorsqu'un sourire éclaira enfin le visage de la petite fille, ce ne fut pas l'expression mesquine d'une revanche. Il n'y avait aucune lueur de triomphe destructeur dans ses yeux clairs, aucune volonté d'écraser ceux qui l'avaient ignoré. Ce sourire était l'incarnation même de la paix pure, le soulagement radieux d'une âme qui, après avoir cru sombrer, réalise qu'elle a parfaitement sa place dans ce monde. À l'écart, adossée contre le mur de briques froides du gymnase, Sandra Harper observait ce chef-d'œuvre d'humanité se déployer sous ses yeux. Accablée par la beauté vertigineuse de cet élan de solidarité inespéré, écrasée par la grâce absolue de ces marginaux qui avaient choisi de sauver le cœur de son enfant, elle enfouit son visage dans la manche de son pull. Et là, dans l'ombre bienveillante des gradins, elle laissa ses larmes couler en silence, balayées par l'irrépressible puissance d'un acte d'amour collectif d'une envergure inoubliable. La course caritative vers le nord quitta finalement l'avenue Chester avec plus d'une demi-heure de retard, mais aucun de ces cavaliers de l'asphalte ne s'en plaignit. Sur la route 99, filant sous un ciel de cristal qui annonçait l'hiver californien, le rugissement majestueux des moteurs se fondit dans un silence intérieur, celui, profond et apaisant, du devoir accompli. Rex et Tommy roulaient côte à côte, le vent fouettant leurs visages burinés. Ils n'échangèrent qu'un hochement de tête imperceptible. Ces hommes savaient que certaines émotions grandioses n'ont besoin d'aucun mot pour être sublimées. Elles nécessitent simplement des kilomètres de route pour être véritablement digérées. Pendant le week-end, la vidéo tremblante capturée par une mère affolée embrasa la toile.
Les chaînes d'information nationales s'emparèrent frénétiquement de l'image de cette frêle princesse escortée par son armée de cuir. Pourtant, fidèle à sa nature sauvage et intègre, Rex laissa son téléphone sonner dans le vide. Il refusa catégoriquement de monnayer la grâce de cette matinée sous les projecteurs aveuglants de la célébrité éphémère. L'acte devait rester pur, préservé de la vanité du monde moderne. Le lundi matin, Lily retourna à l'école primaire Jefferson, vêtue d'un simple jean et d'un pull jaune orné d'un petit chat. La robe de tulle lavande était sagement rangée au fond de son placard, non pas oubliée, mais reposant en paix après avoir accompli sa noble mission. Dans la cour de récréation, l'atmosphère avait radicalement changé. Les murs invisibles de l'exclusion s'étaient dissous. Priya, les yeux baissés sur ses chaussures, s'approcha timidement pour s'excuser de ne pas l'avoir choisi. Avec cette équité merveilleuse et cette indulgence dont seuls les enfants détiennent le secret, Lily lui répondit d'une voix douce que ce n'était pas grave, agant avec un léger sourire qu'elle avait finalement eu beaucoup de partenaires. Un rire cristallin éclata, pur et partagé entre les deux fillettes, scellant une réconciliation radieuse sous le regard ému de leur institutrice. L'ordre du monde était rétabli. À l'autre bout de la ville, assis dans la pénombre bienveillante du garage de Brundage Lane, Rex Caldwell vérifiait calmement la comptabilité de son association. Par la large porte métallique grande ouverte, il observait les premières feuilles mortes tourbillonner sur le ciment au gré d'une brise automnale. Il ferma son dossier, s'adossa lourdement à sa chaise et repensa, l'espace d'un instant suspendu, à la sensation bouleversante de ses minuscules doigts s'enroulant autour de son immense main calleuse. Il repensa à l'absence totale de peur, à cette confiance vertigineuse qu'un adulte n'accorde presque jamais. Ce vendredi d'octobre n'était pas le fruit d'une vaste campagne d'héroïsme calculé. Il s'agissait simplement d'une poignée d'hommes qui, face à la détresse silencieuse d'un enfant, avaient pris la décision fondamentale de ralentir le rythme frénétique de leur existence, de regarder, de comprendre, de tendre la main. C'est dans ces petits interstices de bienveillance inattendue que réside la véritable grandeur de notre condition humaine. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé qu'un simple geste d'empathie peut illuminer les ténèbres d'une vie, je vous invite à la faire voyager. Prenez un court instant pour aimer cette vidéo et partagez-la avec ceux qui vous sont chers afin de semer cette lumière autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits poignants qui élèvent l'âme. Merci pour votre présence fidèle et n'oublions jamais, ensemble, de prendre le temps de ralentir.